Euh, donc récemment, Bien fait pour tous a fait un outil grave pratique pour se rendre compte de la réalité de la situation économique quand vous prenez un prêt pour financer un achat immobilier ou quand vous payez un loyer tous les mois. Qu'est-ce qu'on paye en totalité, etc., etc. Comment ça marche? Alors, vous savez que quand vous voulez faire un achat immobilier, vous allez, dans l'immense majorité des cas, faire un emprunt à la banque, un prêt immobilier, avec un certain pourcentage d'apport, mais vous allez emprunter la majorité de la somme pour acheter un logement, d'accord? C'est comme ça que ça marche dans notre système actuel. Donc si on dit, allez, disons qu'on prend un logement on prend un truc pas trop cher, on dit 150 000 euros. Un taux d'intérêt, on va mettre les taux actuels ont beaucoup remonté depuis 6 mois, donc mettons genre 3%, d'accord? Taux d'intérêt de 3%. J'aimerais bien qu'on essaye de comparer pour un même logement où vous allez rester pendant la même durée. Si jamais vous pouvez l'acheter en faisant un emprunt et en remboursant à la banque versus si vous devez payer le loyer dans ce même logement. Donc un logement à 150 000 avec un loyer à 800 euros par mois, d'accord? Je me suis basé sur un exemple réel, hein, c'est réaliste comme chiffre. Disons qu'on veut payer le même truc tous les mois en mettant 800. Vous payez des mensualités de 800, ça veut dire que votre durée d'emprunt, elle est sur 31 ans. Donc là, on va mettre 31 ans dans ce logement. Situation 1, vous l'avez acheté au début. Sur 31 années, dans le cas où vous l'avez acheté, vous dépensez 290 000 euros. Le prix du logement, c'était 150 000. Hein. Donc déjà, ce que ça permet de voir, c'est que le taux d'intérêt de 3%, et en ce moment, ça tourne autour de ça, voire plus même, hein, ça fait que les banques se font des profits délirants sur un tel emprunt parce que ça vous double vos dépenses. Hein. C'est fou déjà. Dans le cas où vous l'avez loué, vous avez dépensé 297 000 euros. C'est environ pareil puisqu'on a dit on payait la même somme tous les mois, 800 tous les mois. Donc c'est environ pareil, d'accord? Sauf que dans le cas où vous l'avez loué, c'est encore pire. Puisqu'à la fin des 31 années, vous ne possédez rien. Vous ne possédez pas de logement du tout. Vous avez juste payé 300 000 balles pendant 31 ans pour posséder rien, alors qu'au moins, quand vous avez fait l'emprunt, vous le possédez à la fin. Bon, ça, c'est un truc que tout le monde sait. Hein. Enfin, j'espère que... En vrai, il y a des gens qui savent pas vraiment ça. L'immobilier, c'est pas un sujet c'est pas un sujet dont on parle à l'école. Déjà, dans notre système d'éducation publique, collège, lycée, etc., on n'évoque pas du tout le fonctionnement du système de logement. Donc déjà, bon, ça permet de se rendre compte que en fait, la différence principale entre louer et acheter, c'est à la fin, est-ce que vous le possédez le logement ou pas. Dans tous les cas, vous payez des mensualités. Dans un cas, et le loyer, dans l'autre cas, vous remboursez votre prêt immobilier, d'accord? Mais si vous réfléchissez 2 secondes à ces deux personnes, là, la situation de gauche, la situation de droite, qu'est-ce qui a différencié réellement les gens? Pourquoi est-ce que dans un cas, une personne paye 800 tous les mois pour habiter dans un logement, mais au bout de 30 ans, il possède le logement, et dans l'autre cas, exactement pareil, tu payes la même somme tous les mois, mais tu ne possèdes pas le logement? Et bah, ce qui fait toute la différence, c'est est-ce que la banque vous fait confiance pour vous prêter les 150 000 euros initiaux. Tout se joue sur est-ce que la banque vous fait confiance ou non. Donc maintenant, réfléchissez 2 secondes. Si jamais vous êtes dans la situation de droit, donc la banque, elle vous fait pas confiance, vous ne pouvez pas emprunter. Je ne sais pas si récemment vous avez essayé d'aller demander à des banques, surtout avec la remontée des taux, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Sinon, en fait, tout le monde ferait ça, tout le monde ferait l'option 1. Pourquoi faire l'option 2 si c'était possible de faire l'option 1? Ça n'aurait aucun sens. Les gens qui sont donc contraints de faire l'option 2, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme ils louent le logement à quelqu'un, quelqu'un l'a bien acheté ce logement. Il y a eu cet achat, donc il y a eu sans doute le prêt immobilier. Les 800 euros que vous payez en loyer à votre proprio servent directement à rembourser le prêt du propriétaire. Ça, il faut bien que tout le monde comprenne ça. Vous louez un logement, vous êtes en train de rembourser le prêt du propriétaire. Sauf qu'à la fin, au bout des 30 ans, qui possède le logement que vous avez remboursé puisque vous payez le loyer? C'est le propriétaire. Vous ne possédez rien. Donc vous avez littéralement remboursé le prêt du propriétaire vous-même en payant les loyers tous les mois. À la fin, vous ne possédez rien et c'est le propriétaire qui possède tout. C'est une situation d'exploitation. Et ça exploite quoi exactement? Ça exploite le fait que des personnes ne sont pas en capacité d'emprunter les 150 000 et vous l'êtes. Et donc vous utilisez le différentiel économique que vous pouvez emprunter, l'autre personne ne peut pas. Et vous savez très bien que dans notre société, il faut que les gens soient logés, sinon ils meurent, d'accord?
Et donc, quelqu'un va forcément habiter dedans. Et vous allez réussir à rembourser votre prêt par ce mécanisme, en exploitant le locataire. Ça a toujours été une arnaque, ça, non? Oui, ça a toujours été une arnaque. Ça a toujours été une arnaque, mais il n'y a vraiment pas assez de gens qui se rendent compte de l'arnaque absolue du système actuel immobilier. Dans le système actuel de l'immobilier, les propriétaires exploitent l'incapacité d'emprunt des locataires pour se faire rembourser leurs prêts par les locataires, en les forçant à payer des loyers tous les mois, sinon ils sont à la rue. Donc c'est littéralement la pression économique de si tu payes pas ton loyer, tu meurs, et donc tu vas devoir trouver cet argent par tout moyen, tu vas devoir trouver un taf, faire des petits boulots. Si tu peux pas, on rappelle qu'il y a une pénurie massive d'emplois dans le pays, il y a 7 millions de demandeurs d'emploi, 300 000 emplois disponibles, hein. Donc cette situation de détresse économique, de chômage de masse bénéficie de fou aux propriétaires immobiliers, puisque ça augmente artificiellement la demande d'immobilier. Et en fait, les locataires travaillent pour eux carrément. Exactement. Quand vous êtes propriétaire d'un logement et vous touchez le loyer tous les mois, vous êtes littéralement en train de faire travailler pour vous une personne qui a besoin de se loger quelque part, qui a donc été forcée de se loger dans votre logement. Enfin bon, bref, elle est forcée de se loger dans un logement. Et si elle ne peut pas emprunter, elle est obligée de payer un loyer à une personne. Donc c'est tombé sur vous. C'est pas un truc évident à comprendre en vrai, cette situation. Il y a beaucoup de gens, vous leur expliquez tout ça, ils comprennent pas en quoi il y a de l'exploitation. Ils disent mais non, c'est pas de l'exploitation, c'est juste vous fournissez un service, vous permettez à quelqu'un d'être logé, c'est très sympathique finalement. Alors que c'est littéralement une énorme blague, vous exploitez la différence de situation économique, le non-privilège économique du locataire pour qu'il rembourse à votre place votre prêt alors que c'est vous qui possédez le truc à la fin. Il faut au moins tenir compte de l'inflation, du taux d'intérêt réel, du montant des APL. Oui, alors on peut rajouter d'autres facteurs à ce simulateur. Mais globalement, l'argument reste le même. Les calculs vont varier, le raisonnement de fond ne change pas. Est-ce que vous voyez à quel point le système de logement actuel est complètement inégalitaire, permet à une classe de propriétaires de rester dans une position de privilège économique absolu, mais sans travailler? Attendez. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Vous avez emprunté l'argent, les 150 000. Quelqu'un est dans le logement, paye le loyer tous les mois et vous rembourse votre emprunt. Vous n'avez rien fait. Pendant 30 ans, vous n'avez pas travaillé. À la fin, vous possédez un logement. Le logement a été entièrement payé par le locataire qui, lui, a dû travailler, a dû ramener un salaire tous les mois pour payer le loyer. C'est lui qui a payé votre appartement. Vous avez travaillé zéro. Et les gens qui vont me dire « Oui, mais Mulch, il faut gérer le logement, il faut réparer quand il y a une fuite, etc. » Non. Les 800 € que vous touchez de loyer tous les mois ne sont pas une rémunération du travail de réparation, du travail d'entretien que vous faites, pas du tout. Si on payait ce travail d'entretien, ça serait minimum 10 fois moins d'argent. C'est pas ça qu'on paye. On paye une rente, on paye la propriété lucrative. C'est difficile d'être proprio, tu dois remplir des papiers et faire visiter. Ouais, tout ce discours, c'est du bullshit total, ça. C'est vrai que le logement n'est pas assez dans le débat public en général, mais carrément. En fait, c'est limite un tabou, c'est limite une sorte de tabou. C'est beaucoup trop accepté en société le fait de « Ah, je peux emprunter, je vais emprunter pour acheter un logement, foutre quelqu'un dedans, le faire rembourser mon prêt, et comme ça, j'ai un esclave. J'ai un esclave qui bosse pour moi pendant 25 ans, ou alors plusieurs, parce que dans tous les cas, si quelqu'un se barre, je peux remettre quelqu'un immédiatement, vu la situation économique du pays et la détresse dans laquelle les gens sont. Donc je vais avoir un esclave pendant 25 ans qui va me rembourser mon prêt. À la fin, je posséderai moi le logement. MDR. Alors, attendez, est-ce qu'on peut donc parler de l'alternative? Donc, l'alternative à ce système catastrophique actuel, ça serait le bail acquisitif. L'idée du bail acquisitif, c'est on interdit la location immobilière. Ce n'est plus possible de louer. Vous ne pouvez plus posséder un logement et le louer à quelqu'un. Désolé, c'est illégal. Donc, la situation de droite est entièrement impossible. La seule possibilité, c'est que quand quelqu'un occupe un logement, il le fait dans le cadre d'un bail acquisitif, qui est un type de bail où quand vous remboursez tous les mois, vous remboursez 800 € tous les mois, vous êtes en train de racheter le logement que vous habitez. Tout simplement. Donc vous avez aussi un taux d'intérêt. À la fin, vous possédez le logement. Et vous n'avez pas besoin de l'accord d'une banque pour emprunter au début, puisque l'emprunt, c'est le logement lui-même. Vous empruntez le logement directement et ensuite vous remboursez la valeur du logement. Il n'y a plus besoin de l'intermédiaire de la banque. C'est un contrat entre l'ancien propriétaire et l'accédant qui habite dans le logement, tout simplement. Le bail acquisitif. Qu'est-ce qui se passe si tu déménages? Si tu déménages, imagine tu es resté 5 ans et tu as acquis un truc comme 15% du logement, donc tu as remboursé à hauteur de 15% du logement, et maintenant tu possèdes 15% du logement. Donc par exemple, le prochain locataire qui va lui rembourser son bail acquisitif
va aussi partiellement le rembourser à toi. Donc toi, tu possèdes un capital de la hauteur de 15% au prorata de combien de temps tu es resté dedans. Donc ça, c'est un très très bon système par rapport au système actuel. Ça éliminerait énormément de problèmes. Est-ce qu'on peut choisir combien on rembourse si on veut devenir plus ou moins vite proprio? Oui, alors tout à fait, dans le bail acquisitif, en fait, c'est une négociation entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a intérêt à ce que les mensualités soient les plus faibles possibles, puisque tu gagnes quand même de l'argent, tu as quand même un intérêt, il y a un taux d'intérêt. Et si tu diminues les mensualités, tu rembourses sur plus longtemps et donc tu récupères plus d'intérêt au final. Donc c'est ouf parce que le propriétaire initial a intérêt à avoir des mensualités les plus faibles possibles. Et la personne qui habite a plusieurs trucs. Si tu veux payer le moins d'intérêt possible, eh ben, tu as envie de le rembourser le plus rapidement possible, mais après ça te fait des mensualités plus élevées que l'alternative, donc peut-être que tu vas faire un arbitrage entre le niveau de mensualité que tu peux payer techniquement. Mais bon, après les taux d'intérêt vont vraiment pas être si élevés que ça, donc c'est pas une énorme différence non plus. Pas forcément si tu as besoin de cash rapidement. Attends, si tu as besoin de cash rapidement. Ah oui, tu veux dire, oui, si tu as besoin. Oui, bien sûr. Donc ça va vraiment être au cas par cas. Le contrat est signé entre l'ancien proprio et la personne qui habite dedans. Et donc c'est une négociation, quoi. Les gens peuvent discuter entre eux, expliquer leur situation mutuelle et puis faire ce qui arrange le mieux les deux parties, quoi, dans une négociation classique. Voilà les gens. Je voulais vous faire ce petit rappel grâce à ce simulateur de la blague totale de notre système actuel de logement, basé sur de l'exploitation d'une petite minorité de propriétaires qui exploitent la majorité de travailleurs. On rappelle que sur le parc immobilier mis en location, 50% des logements sont mis en location par 3,5% des propriétaires, les 3,5% les plus riches, qui ont en moyenne 5 logements en location. Il y a une concentration de la propriété de l'immobilier en location qui est massive en France. C'est une catastrophe.